Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un vrai dépaysement. C'est le titre du nouveau roman de Clément Bénèche. Personnage principal, un jeune enseignant, théâtre, un lycée, toile de fond, des questions pédagogiques. Alors forcément, ça nous parle à la quotidienne. Il est Clément Bénèche, l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire aujourd'hui, celui de la disparition de Félix Faure, grande figure de la Troisième République. On va donc évidemment réviser nos programmes d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Récré Harry Potter, elle ne pouvait pas manquer la sortie en grande pompe du jeu Hogwarts, j'y arriverai, Poudlard Legacy quoi, si on l'avait fait en français, ou l'héritage de Poudlard. Bref, on va se retrouver tout à l'heure pour en parler. Et puis évidemment, comme chaque semaine en fin d'émission, Sandra Ferreira pour le plateau repas, notre nutritionniste et diététicienne, va nous parler des facteurs d'aggravation du risque de cancer à l'occasion de la journée internationale du cancer de l'enfant qui avait lieu hier. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Soit Romain d'Astéry, un jeune enseignant bordelais fraîchement émoulu d'un institut de formation au professorat. Il rêve d'horizons nouveaux et il a choisi de demander un premier poste en Guyane. Il espère aussi pouvoir mettre à l'œuvre quelques convictions pédagogiques innovantes. C'est le point de départ du nouveau roman de Clément Bénèche qui vient de paraître chez Flammarion. Son titre, Un vrai dépaysement. Clément Bénèche, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous Romain d'Astéry. Quand vous nous le présentez dans le bouquin, c'est dans un contexte, j'allais presque dire caricaturalement bordelais, quoi. Enfin, Bordeaux tel qu'on se l'imagine, très bourgeois, très... La famille est à l'honneur. La famille est à l'honneur. Eh bien, présenter Romain d'Astéry, c'est présenter ce jeune homme qui vient, comme vous l'avez dit, d'une très bonne famille bordelaise. C'est une famille d'ingénieurs et d'architectes. Ouais, c'est ça. Dont son grand frère, en fait, a réalisé un nouveau pont à Bordeaux. Et donc, son grand frère est à l'honneur ce soir-là, puisque c'est l'inauguration du pont. Et il entend son père dire à l'un de ses amis... Oui, enfin, Romain, c'est pas demain qu'il aura son portrait dans Sud-Ouest. Donc, en parlant de ce jeune frère qui a plusieurs années de moins et qui, lui, se tourne plutôt, comme vous l'avez dit, vers les idées hautes, les grandes idées, notamment l'éducation, la philosophie. Il n'aime pas beaucoup non plus sa famille bourgeoise, qu'il appelle, il lui met un petit accent malheureux, il dit la pourchoisie. Pourchoisie, ouais. Bourgeois, voilà. C'est ça sonne entre pourri et bourgeois, quoi. Voilà, mais on peut le comprendre parce qu'effectivement, sa famille est certes un peu caricaturale, mais au fond, on en connaît des familles comme ça. Ce sont des familles où il y a une certaine idée de ce qu'est la science, la vérité, la bonne vie. Et lui, il souhaite mettre le plus de distance possible entre sa famille et lui. Il souffre un peu de l'entre-soi bordelais. Et donc il dit, j'ai l'impression d'être entouré d'une forêt de miroirs, c'est-à-dire de voir autour de lui toujours le même, que ce soit au Cap Ferret, dans son rallye ou à l'église. Et donc il dit, je vais mettre de la distance entre ma famille et moi, je vais me faire muter en Guyane. Voilà, le Cap Ferret, je le dis pour ceux qui ne sont pas familiers de la région, qui est le lieu de villégiature de la bourgeoisie, bordelaise. Et donc vous venez de le dire, de Guyane. Pas de chance. Pas de chance. Il atterrit dans un petit village. Chaudza qui n'existe pas, mais enfin bref, qui est un village typique. Alors assez étonnant, c'est un village qui a un lycée, bon, mais après tout, licence littéraire, on a le droit. Un collège, autant pour moi, c'est ça. Mais effectivement, c'est comme ça existe encore dans certains villages d'Auvergne, il y a en effet un petit collège. Et il s'y retrouve vraiment contre son gré, à la faveur d'un bug de l'algorithme en fait de l'éducation nationale. Que vous avez rebaptisé Delphes, qui s'appelle Cial, donc ça permet de faire c'est l'oracle de Delphes, quoi, en quelque sorte. Exactement, puisque quand cet algorithme a donné sa décision, impossible de lui demander un recours. Et donc Romain, un peu la mort dans l'âme, va dans un petit village d'Auvergne. Pas seulement parce qu'il a des préjugés contre l'Auvergne en tant que région, mais c'est parce qu'il voulait rencontrer l'autre avec un grand A. Et puis mettre en œuvre, effectivement, vous l'avez dit, une révolution pédagogique sur le terrain de la France, mais un peu loin des yeux de la République, dans la jungle de Guyane. Alors il va découvrir autres, finalement, en arrivant en Auvergne. Il y a toute une galerie de personnages. Parmi eux, il y a un prof de gym qui est assez truculent. Sa collègue, dont il est amoureux, j'ai oublié ce qu'elle enseigne. Julie, la prof de maths. Julie, mais oui, la prof de maths. Et puis alors Combes, Madame Combes, oui. Hommage à Émile Combes. Vous avez choisi le nom pour ça, le petit père des... Non, alors c'est un peu un hasard. Le père Comble. Finalement, oui, je m'en suis rendu compte après qu'il y avait l'existence de ce monsieur Combes sur lequel j'ai un peu lu, mais c'est un hasard. C'était un peu pour faire un petit jeu de mots, et puis c'est un nom du coin. C'est notre inconscient républicain, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, on cherche un nom républicain. Vous avez dû le croiser dans vos études. Et oui, cette principale donc, du collège Blaise Pascal de Chaudza, qui est une dame qui semble un peu être une de ces anciennes instits à la laïque,
et puis qui semble sortie tout droit de la Troisième République. Ouais, elle est bien plantée dans ce sens-là. Et Romain, donc, il va tenter en solo d'importer des approches pédagogiques qu'il a découvertes en formation. Et donc, il a une lecture, on va en parler après l'antisèche, mais dont il a une lecture très littérale quand même. Un peu, Oui, très littérale. Et pourtant, je trouve que cela correspond à certains profils réels. C'est-à-dire qu'on peut observer... Moi, je ne suis pas professeur moi-même. Donc pour faire ce livre, j'ai parlé à un certain nombre de professeurs, dans mes amis, dans des gens que je rencontrais, parce que je l'ai écrit sur plus de 3 ans. Mais j'ai aussi assisté sur les réseaux sociaux à des passes d'armes dans cette grande querelle pédagogique qui oppose un peu grossièrement les anciens et les modernes, pédagogues et les républicains, ou les anciens et les modernes. Et on voit passer des gens qui ont des opinions qui peuvent paraître caricaturales, mais qui sont réelles. Romain d'Astéry, nouvelle incarnation fictionnelle d'un enseignant dans le paysage littéraire, une fiction qui tutoie le réel, on l'aura compris. On en parle avec Clément Bénèche. Ça, c'est la couverture du livre, il est sorti chez Flammarion. On en reparle avec Clément Bénèche juste après l'antisèche. On ne sera pas loin du père Combe. On va aller du côté de Félix Faure. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes un 16 février et le 16 février 1899 disparaissait Félix Faure et c'est l'occasion pour vous de revenir sur la vie de cet homme, cette figure de la vie politique de la Troisième République. Il a été président de la République, Faure. Oui, alors qu'initialement, il n'était pas du tout destiné à faire de la politique. Il naît en 1841 dans une famille modeste et son premier métier, c'est pas la politique, ce sont les métiers du cuir. Il effectue un premier stage à 20 ans dans une tannerie et peu à peu, ça va devenir son métier. Il sera négociant en cuir. Lors de ses études, il était envoyé en Angleterre où il apprend l'anglais, mais il a aussi des cours de commerce. Et c'est avec tout ce bagage qu'il décide ensuite d'ouvrir sa première société, Félix Faure et compagnie. La politique arrive quand même assez vite, 1865. Il est pas si vieux. Oui, il est pas si vieux. Le premier acte militant, c'est lorsqu'il signe un texte qu'on appelle aujourd'hui le programme de Nancy. C'est un texte écrit par plusieurs notables lorrains qui s'élèvent contre la centralisation parisienne. Premier acte militant, donc, et puis ensuite, Félix Faure, il s'enracine au Havre, ça sera sa ville, où il a de plus en plus envie de faire de la politique. Il se présente pour une première fois aux élections municipales en 1870. Il est le plus jeune de la liste démocratique qui remporte les élections. Il est républicain, modéré. Et 1870, l'année, voilà, c'est aussi l'année riche en actualité. Tout à fait, on est en pleine guerre, en pleine guerre franco-allemande. Et c'est aussi comme ça que Félix Faure se fait remarquer. Il a des talents de négociateur et il les montre lorsque est proclamée la Troisième République. Comme cela provoque un remaniement municipal, Félix Faure devient premier adjoint au maire à l'âge de 29 ans. Il a de plus en plus de responsabilités. Il négocie par exemple l'achat d'armes et de munitions. Félix Faure qui vise encore plus haut. Il est élu député de la Seine-Inférieure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Seine-Maritime, de 1880 à 1895. Oui. 14 ans. Absolument. Et puis ensuite, il entre au gouvernement. Il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies, secrétaire d'État à la marine, puis ministre de la marine jusqu'en 1994. Et en 1895, il est élu président de la République à la suite de la démission de Casimir Périer. À l'époque de la Troisième République, le président n'a pas un rôle de premier plan, sauf en matière de diplomatie, et cela aura son importance parce que son mandat est marqué par un fort rapprochement avec la Russie. Après une longue période d'isolement de la France en Europe, le Tsar est le premier dirigeant à effectuer une visite d'État en France en 1896. Personne n'était venu depuis 1871. Et ouais. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Félix Faure, on est également en pleine affaire Dreyfus. Oui, c'est d'ailleurs à Félix Faure qui est adressée la lettre « J'accuse » d'Émile Zola, publiée dans le journal L'Aurore en 1898. Et selon les historiens, d'ailleurs, cette affaire peut expliquer d'une certaine manière la mort soudaine de Félix Faure, qui fait donc une crise cardiaque, tant il était sous pression permanente pendant cette affaire, et il était lui-même convaincu de l'innocence de Dreyfus, mais il a toujours dit qu'il était contre une révision du procès. Oui, on va en reparler dans quelques secondes. Il y a d'autres hypothèses, justement, sur cette mort soudaine. C'est souvent ce qu'on retient, justement, de la biographie de Félix Faure. Oui, mais pas la pression. Oui, pas la pression, mais ce qu'aurait pu expliquer pression sanguine, une petite montée de pression sanguine. Voilà, c'est vrai que quand on tape Félix Faure sur Internet, on tombe tout de suite sur oui. Comment est mort Félix Faure. Alors déjà, fait assez inhabituel, il meurt à l'Élysée. C'est pas arrivé. Voilà, il meurt à l'Élysée en 1899, en plein mandat, crise cardiaque. Mais le lieu est moins cocasse que la personne qui se trouvait avec lui, puisqu'il est en charmante compagnie avec sa maîtresse. Voilà. C'est pas ce qu'il faisait. Merci Emma. Et la presse de l'époque, vous connaissez la blague ? De Clémenceau ? Ouais, de Faure.
Oui. Où les gens arrivent, est-ce qu'il est mort, le président a-t-il toujours sa connaissance? Ah oui. Et non, elle est partie par l'escalier. Voilà, exactement. Parce qu'il a perdu connaissance. Oui. Voilà, pauvre Félix Faure. Grand homme politique. Merci d'avoir rehaussé, et pardon à sa descendance d'avoir rappelé cette anecdote. On se retrouve pour la récré dans quelques instants. Avec plaisir. Clément Bénèche, invité du Grand Oral. Un vrai dépaysement, c'est le titre du nouveau roman de Clément Bénèche chez Flammarion. Eût-il été une pièce de théâtre, Clément, que j'aurais volontiers inscrit dans la catégorie des sottis, qui était ce genre littéraire datant du Moyen-Âge auquel Gide avait donné il avait un peu rafraîchi et donné quelques lettres de noblesse plus contemporaines dans les caves du Vatican, et qui se définit, j'ai révisé, comme une farce satirique reposant sur une critique bouffonne de la société et des mœurs de l'époque, et donc par extension un ouvrage ironique ou critique. Ça vous irait comme définition ? Ça me va plutôt bien. Il y a en effet un côté farcesque. J'aime bien aussi le terme picaresque parce qu'il y a plusieurs allusions à Don Quichotte. Et donc forcément, c'est un idéaliste qui est confronté à la rigueur d'un milieu, à la rigueur des idées des autres. Et donc ça correspond tout à fait. On ne sait pas si c'est un idéaliste ou s'il est un peu bêta quand même. Moi, par moment, je me suis dit c'est OSS 117 au pays des pédagogues. Parce qu'il a une façon comme vraiment très littérale de traduire ce qu'on lui a dit dans sa façon de penser, qu'en changeant les tables de place et en faisant de l'interdisciplinarité, comme par magie, les choses vont arriver. Alors, il y a quand même beaucoup de jeunes enseignants qui se rendent compte assez vite que ça ne marche pas comme ça, quoi. Oui, mais d'ailleurs, il lui faut que quelques semaines pour il pige. Prendre le pli. Ouais. Néanmoins, je dirais pas bête, parce que pour moi, il y a une bêtise un peu quotidienne, et puis il y a une bêtise, alors à la rigueur, pour aller dans votre sens, une bêtise un peu sophistiquée, mais lui, c'est un esprit très sophistiqué, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de formuler des idées complexes, mais un peu comme Don Quichotte, elles n'ont absolument aucun lien avec le monde réel. Oui, absolument. Il prétend quand même donner des leçons à des enfants sur, j'ai même oublié le nom des oiseaux, là, les faucons divers et variés, les milans. Alors qu'on est à la campagne, c'est là où moi je l'ai senti un peu bébête quand même, pour être honnête. Parce que ça, il pourrait se le dire quand même, qu'il sait moins qu'eux. Oui, mais c'est quelqu'un qui vit dans ses idées, comme beaucoup de monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certains militantismes qui sont un petit peu en vase clos et qui, effectivement, quand ils sont confrontés au monde extérieur, il y a comme un choc thermique. Lui, c'est ce qui lui arrive, parce qu'il a de très, très grandes idées sur l'éducation. Et en effet, quand il est face à des gosses réels, ça ne se passe pas exactement comme il l'entend. Choc thermique avec la jeune Jeanne Popescu. Notamment. Mais ça, c'est... Scène assez grand guignolesque de vengeance de la famille. C'est ça, donc ça... alors en effet, c'est dans sa classe de 4e, il y a une jeune fille qui s'appelle Jeanne Popescu. Et lui, qui était en quête d'exotisme, et de l'autre avec un... Il se dit, ça y est, j'en tiens une, elle est roumaine. J'en tiens une, voilà un nom de famille un petit peu exotique, qui fait rêver, qui nous fait rêver aux Carpates et aux grands ours de là-bas. Et de fait, il veut absolument lui dire « Mais c'est super, vous êtes roumaine, vous allez nous apporter des pâtisseries roumaines, vous allez nous apprendre de la poésie. » En fait, elle est née à Clermont-Ferrand. Elle n'a aucune envie d'être assimilée à la Roumanie. Et par ailleurs, là où il tombe vraiment pas juste, c'est que son père est un fils de dissidente roumaine qui a fui le pays même avant Ceausescu. Et donc, le père, il est très sensible sur la question. Ouais. Et il va se venger de manière extrêmement drôle, en faisant toute une mise en scène où il donne l'impression à ce personnage qu'il est tombé sur le thème, au fin fond des Carpates avec un ours sauvage et beaucoup d'alcool. Sur le thème, si tu veux de l'exotisme, tu vas en avoir. Oui, c'est ça. Sa famille, elle en prend aussi pour un grade. Là, je parle de la famille de Romain d'Astéry. Sur le thème, vous écrivez « Et dire qu'on t'avait fait diagnostiquer HPI ». Donc, il y a aussi une critique de la surpression scolaire par les familles. Oui. Bon, là, ça reste une mention assez légère. Oui, mais c'est quand vous plantez le personnage, donc ça marque le lecteur quand même. On se dit... Oui, c'est-à-dire que je dépeins un personnage, et sans doute cela explique un peu son attitude, qui a été très couvée et très encouragé dans tout ce qu'il disait, on pourrait dire un peu à l'américaine. C'est un jeune homme qui a été... très bonnet, voilà, c'est ça. Tout ce que tu dis est absolument génial parce que tu es surdoué, mon fils. Et le choc avec la réalité, c'est aussi le choc avec le monde du travail et le monde de l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où non, en fait, la réalité lui renvoie pas ça forcément. Ça, et puis c'est un roman du déplacement. D'ailleurs, c'est dans le titre, un vrai dépaysement. Je crois que c'est un de vos sujets d'ailleurs, l'idée qu'on se trouve en se dépaysant. C'était Berlin dans un de vos précédents ouvrages, qui est Lève-toi et charme. Oui, dans tous mes livres, il y avait la Slovénie, il y a eu, dans mon dernier livre, c'était à New York, un Roumain encore à New York. Mais il y a cette idée qu'en effet, on se trouve en se dépaysant, et puis peut-être aussi cette idée qu'aujourd'hui, on va chercher l'altérité à tout prix parce qu'on vit dans un monde qui tend à s'uniformiser, un peu en suivant la mode américaine. C'est-à-dire dans la plus petite ville du centre de l'Europe,
vous pourrez toujours voir au programme du cinéma les blockbusters et les grandes boutiques. Voilà. Et donc il faut y aller, quoi. C'est ça. Un vrai dépaysement, le nouveau roman de Clément Bénèche, il vient de sortir chez Flammarion. Clément, on se retrouve après la récré, nous on prend des récrés. Ici on est extrêmement traditionnaliste de ce point de vue-là. Emma, rebonjour. Bonjour. Vous ne pouviez pas manquer ce nouveau jeu qui a... non. Qui a beaucoup de succès en ce moment. Et rien d'étonnant puisqu'il s'agit d'un dérivé d'Harry Potter. Ah oui, ça s'appelle Hogwarts Legacy. En français, on pourrait traduire l'héritage de Poudlard. Et c'est un nouveau jeu vidéo disponible sur console. Donc pour tous les fans d'Harry Potter comme moi, c'est du pain béni. Ah, c'est ça, les cernes. Mais non, mais moi, j'aime pas trop les jeux vidéo. J'ai juste testé pour la vrai. chronique. Voilà. Donc, le principe, il est simple. J'ai juste testé pour la chronique. Non, mais comme ça, rapidement. Je suis grand reporter. Je suis grand reporter à la quotidienne de School TV. Voilà, Harry Potter, tout ça. Donc, le principe. Donc, en fait, on crée son sorcier ou sa jeune sorcière et on peut tout choisir. Vraiment, la couleur des cheveux. Enfin, on peut vraiment personnaliser son sorcier ou sa sorcière. Et après cela, nous voilà embarqués dans une aventure dans le monde merveilleux, incroyable de Poudlard. Donc je crée mon sorcier et j'entre à Poudlard. Voilà, et j'entre pas en première année, je crois, hein, c'est ça? Non, justement, on ne sait pas pourquoi, mais il intègre directement la 5e année, ce qui renforce le côté petit nouveau qui va devoir s'adapter à un environnement où tout le monde se connaît déjà, et ce qui permet aussi de rajouter un peu de mystère. Pourquoi le personnage n'arrive-t-il qu'en 5e année? Est-ce qu'il va réussir à rattraper son retard? Quelle est l'histoire de ses pouvoirs? Etc., etc., etc. Et c'est cela qu'on découvre tout au long du jeu. Alors, j'ai pas joué longtemps au jeu, mais j'ai vu des visuels, j'ai testé, on voit quelques images. C'est spectaculaire, c'est magnifique. Et pour la fan d'Harry Potter que je suis, je peux vous dire que c'est super bien fait. Donc un effet nostalgie garanti avec ce design. Et est-ce qu'on retrouve quand même Harry, Ron, Hermione, tout ça? Aucun des personnages du Harry Potter qu'on connaît, parce que l'histoire se déroule avant. On est au 19e siècle. Donc c'est avant Harry Potter. Voilà. Mais peut-être qu'à la fin, alors, on est le grand-père ou la grand-mère d'Harry Potter. On verra. Qui sait? Peut-être. Il faut jouer. Il faut jouer. Moi, je vais jouer, je sens. Oui, Harry Potter, ça vous êtes génération Harry Potter, vous êtes tout moi, jeune. j'ai grandi avec Harry Potter. Mais ouais, c'est ça. Vous les avez tous lus? Le mage. Bien sûr, je les livres. D'accord. Vous êtes Harry Potter, un peu? Ah oui, complètement. Oui, c'est ça. Bon, vous voyez, c'est résolu, on a gagné. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Clément Bénèche, Grand Oral. Romain, c'est le nom du personnage qu'a inventé Clément Bénèche. Romain se veut d'avant-garde. Il est à sa façon aussi en retard que Mademoiselle Combe, la chef d'établissement. Maladroit, benet, naïf, pas geek pour un sou. Romain est toujours décalé. Voici ce qu'écrit Virginie Bloch-Lenné dans Libération à propos du personnage principal de ce nouveau roman de Clément Bénèche, un vrai dépaysement qui vient de sortir chez Flammarion. L'envie de vous emparer de ce sujet, elle est venue comment, en dehors du fait que vous avez des copains enseignants? C'est pas évident parce qu'on pourrait le raconter en 2 heures, mais on va faire plus court. Oui. Il se trouve que dans un premier temps, ce personnage de Jeanne Popescu dont vous avez parlé était l'héroïne du livre. Et c'est un livre qui a connu 3 versions. Et vous savez, comme ça peut être avec un éditeur ou une éditrice. Moi, j'ai une éditrice dont je suis assez proche et qui m'a dit très clairement, après la première version que j'avais faite, écoute, ça ne marche pas. Et donc, j'ai recommencé à zéro le livre. C'est-à-dire que très clairement, je suis allé sur Word et j'ai fait nouveau document. Et ce qui s'est passé, c'est que ce personnage principal est devenu secondaire et le personnage du professeur, qui était au départ vraiment secondaire, a pris toute la place. Parce que je me suis dit, en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que pendant la rédaction du livre, j'ai lu un petit peu des choses sur l'école, d'abord un peu sur le côté, parce que le personnage n'avait pas cette importance. Et le sujet m'a passionné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'enseigner aujourd'hui et depuis quelques années? Et c'est comme ça que le personnage a pris l'importance et il est devenu le protagoniste. D'accord, extraordinaire. Et donc, en effet, il y a eu des recherches avec des essais. Enfin, j'ai lu pas mal d'essais sur l'éducation. J'ai parlé à des professeurs. Et puis, j'ai regardé beaucoup ce qui se passait sur les réseaux sociaux, parce que c'est un drôle de révélateur. C'est ce que vous disiez en début d'émission. Voilà. Ouais. Alors, qui a tendance quand même à grossir un petit peu les positions, voire les postures. C'est sûr, parce que sur Twitter, avant c'était 140 signes, maintenant ce sont 180. Ouais. Néanmoins, les gens sont obligés, disons, de concentrer beaucoup. Concises leurs opinions, jusqu'à parfois les rendre caricaturales. Et Romain est aussi un enfant de son temps, hein, parce que c'est un gamin des années 90, il a grandi aussi avec cette manière rapide d'exprimer ses idées pour capter l'attention, et donc ça donne ce personnage. Qui a quand même, alors, ça donne ce sentiment que vous avez quelques comptes à régler quand même avec l'interdisciplinarité, avec voilà. En tant que romancier, on cherche ce qui va marcher, ce qui va faire une bonne péripétie, une bonne comédie. Ouais. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'ai des comptes à régler, et en même temps,
quand on voit le personnage de Mademoiselle Combe, qui est ce personnage de principal, elle aussi, elle a son imaginaire. Ah, elle n'est pas parfaite non plus, oui. Elle a son imaginaire, Troisième République. Quand l'école fête ses 100 ans, elle décide de reconstituer l'école un peu comme il y a 100 ans. Et donc, elle leur coupe le chauffage. Elle leur fait manger du gras double à midi. Ouais. Et puis, c'est blues pour tout le monde. Et puis, les cours de la méthode Boscher. Donc, en fait, c'est un choc entre deux imaginaires. La méthode Boscher, qui était la méthode de lecture qui a été rééditée, enfin qui est rééditée depuis des années et des années, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Par pas mal de gens. Enfin, même de moins en moins secrètement, je crois. Voilà. Et en même temps, elle accompagne ce projet de voyage en Roumanie. Et après un système de correspondance, et la correspondance scolaire, c'était Freinet, avant lui, c'était Paul Robin. Donc, on est en plein dans les pédagogues, justement. Donc, finalement, à la fin, il y a une espèce de millimélo où on emprunte un peu des deux, quoi. Et puis une comédie, on retombe sur ses pattes. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi que ce personnage de Romain, même s'il va dans quand même beaucoup d'impasses, ce que j'ai aussi voulu montrer, c'est à quel point le métier de professeur aujourd'hui demande une énergie énorme. Ouais. Cette énergie, au départ, il la met pas au bon endroit, mais c'est un gamin de 22 ans. Et donc avec le temps, et quand il s'est bien cassé la gueule 2-3 fois, en fait, il retombe sur ses pattes. Et pris quelques ampoules parce qu'il ne sait pas mettre des chaussettes quand on fait une randonnée en montagne. Vous avez été tenté par l'enseignement ? Oui, c'est un métier qui a évidemment un prestige qui, moi, me plaît. C'est quelque chose de romanesque aussi, le cadre de l'école. C'est aussi pour ça que je trouvais excitant d'y placer un roman. Pour autant, j'aime bien, comme romancier, me plonger dans l'esprit de tout un tas en fait, de corporations et de métiers. Et après celui-ci, j'ai envie de m'aventurer ailleurs. Donc c'était un grand bonjour et un grand adieu. Un au revoir, en tout cas, au monde de l'école. Vous restez avec nous, on va aller à la cantoche. Ça vous va ? Emma, merci beaucoup. Merci. Plateau repas, Sandra Ferreira. Et comme tous les jeudis, on pousse la porte de la cantine pour le plateau repas de Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour. Notre nutritionniste diététicienne. On va faire le point aujourd'hui sur le cancer chez l'enfant, les préventions possibles, puisque c'était hier la journée internationale du cancer de l'enfant. Elle sert à quoi d'ailleurs cette journée ? À sensibiliser, j'imagine ? Elle sert à sensibiliser essentiellement. Et puis il y a une mise en place de prévention comme ça, de 2021 à 2030, pour lutter contre tout type de cancer. Et donc là, ça permet effectivement de sensibiliser. Le cancer chez l'enfant, c'est une cause de mortalité très importante. Et oui, c'est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant dans les pays développés. C'est une maladie rare, quand même, qu'on se rassure. C'est 1 à 2% de l'ensemble des cancers, mais ça représente quand même 2500 nouveaux cas chaque année en France. Certaines formes de cancer sont vraiment spécifiques chez l'enfant. À l'inverse, les cancers de l'adulte n'existent pas chez l'enfant. Donc, ça marche comme ça. Bon, c'était important de reparler un petit peu du cancer de l'enfant. C'est quand même la deuxième cause de mortalité, on le rappelle. Avec des causes de cancer qui ne sont pas forcément les mêmes que chez l'adulte. Non, Parce que chez l'adulte, on parle beaucoup de l'alcool, du tabac. Oui, quand on a alors, on peut être fumeur passif, mais... Chez l'adulte, les causes sont identifiables. Oui, voilà. Ce que vous disiez, l'alcool, le tabac, certains virus, des produits toxiques. Chez l'enfant, c'est plus compliqué parce qu'on ne connaît pas la cause de la plupart des cancers de l'enfant. Donc la prévention est rendue plutôt difficile. Et la bonne nouvelle, c'est que les traitements ont fait d'énormes progrès. On arrive à un taux de guérison de 80% chez l'enfant, heureusement. Alors, est-ce qu'il y a des moyens de prévenir le risque de survenue du cancer chez l'enfant ? Eh bien oui, dans l'idée où il faut leur apprendre avoir de bonnes habitudes. De bonnes habitudes de vie. De vie, ça c'est important pour que, c'est le petit coup de pouce en fait, pour que cet enfant, lorsqu'il deviendra adulte, ait moins de risques de développer le cancer. Alors on va se centrer évidemment sur des questions d'alimentation avec vous. Première prévention, l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Augmenter la ration, en tout cas avoir beaucoup de fibres dans l'alimentation, des fruits, des légumes. Des fruits et légumes. Mais oui, mais vous aimez ça en plus, j'adore, n'est-ce pas? surtout depuis que vous les préparez. Avec une morteau. Oui, ou une Montbéliard. Bon, c'est un autre sujet. Donc des fruits et des légumes régulièrement, ça va contribuer à réduire le risque d'apparition du cancer. Mon conseil, c'est vraiment que ça devienne convivial avec votre enfant. Il ne faut pas dire manger légumes pour pas avoir de cancer, sinon c'est... Imaginez l'ambiance à table. Donc non, c'est plutôt, on va aller faire la course ensemble, on va goûter. Ah tiens, c'est sympa, je connais pas ce légume. On goûte, on fait ça ensemble. Et on lui apprend surtout à cuisiner maison parce que ce qui va être nocif... Oui, c'est l'industriel. C'est l'industriel, tous ces petits additifs qui, en effet, cocktail, effet cumulé, ne va pas être bon pour l'alimentation. On ne fait pas peur à l'enfant, on essaye juste d'en faire un adulte averti. Je blague avec mes histoires de Morteau et de Montbéliard. Il ne faut pas manger de gras, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est vrai que vous défendez souvent l'idée que si on aime ça, une petite touche de quelque chose qui n'est pas génial pour la santé, mais si ça évite
de faire un drame, finalement, ça vaut mieux. C'est bien de le rappeler, Emmanuel. Hein. Oui, on blague là-dessus, mais voilà. un petit peu de saucisse de temps en temps, c'est pas un drame absolu. Voilà, c'est pas un drame absolu, voilà. Bien évidemment. Mais contrairement à la blague que je fais, vous vous nourrissez pas que comme ça. C'est une blague. À part l'alimentation, il y a d'autres gestes qui sauvent. Mais oui, l'activité. Le sport, j'imagine. Et oui, vous aviez compris. L'activité est essentielle. Il faut encourager votre enfant. Alors, ce qui est recommandé, alors bien sûr, ça prévient l'obésité, c'est bien pour le muscle cardiaque, pour les poumons, etc. Mais surtout, ce qui est recommandé, c'est 90 minutes d'activité physique, pas de sport, hein, d'activité physique chez l'enfant par jour. Donc, pensez à sortir ne serait-ce que 20 minutes avec votre enfant pour faire un peu de vélo, aller tout simplement à pied à la boulangerie, acheter le pain, vraiment jouer un peu au ballon. C'est vraiment très simple. Pour ce qui est prévention des cancers de la peau, on évite le soleil, enfin en tout cas l'exposition exagérée. Il y a même certains chercheurs qui soupçonnent qu'il existe un lien, alors là on ne parle plus de soleil, entre la progression du cancer et la pollution dans nos sociétés. Donc c'est le moment de plutôt aller vers des aliments ou en tout cas des produits estampillés non toxiques ou biologique. Ça nous aidera un petit peu. Et pensez également, et vous l'avez dit tout à l'heure, à la fumée de cigarette et à celle de votre voiture qui tourne depuis 10 minutes dans votre garage pour la faire chauffer. Ça, ce sont des activités que ça serait bien de les faire dehors, pas que votre enfant ait un risque d'avoir un cancer du poumon à l'âge adulte, parce que ça a été démontré. Et puisque les enfants qui ont été exposés à la fumée sont plus susceptibles que les autres à avoir plus tard des cancers du poumon. Et tout ça commence dès que la femme est enceinte. Et oui, rappelons quand même que le point de départ, c'est la grossesse. Donc une bonne alimentation chez la femme enceinte, ça serait parfait, avec peu ou pas d'alcool et de tabac, parce que tout se joue là. Il faut trouver un bon équilibre après. Alors, ne culpabilisez pas, je le répète, on développe en famille de bonnes habitudes. Voilà, mais si on peut un peu m'écouter au passage, ça serait génial. Vous écoutez énormément, Sandra. Énormément, alors écoutez-moi, énormément. Merci beaucoup. Clément, merci beaucoup. Un vrai dépaysement chez Flammarion, ça vient de sortir. Ce roman, il y a plein de sujets, hein, c'est extrêmement riche. Il y a un sujet qui vous est cher. À un moment donné, il y a une scène de son auteur. De son auteur, avec il faut apprendre à faire le Fosbury, avec d'un côté le prof qui essaie de leur expliquer comment on fait du Fosbury, puis celui qui veut qu'on y aille direct. Et qui mettent plus ou moins haut le fil par-dessus lequel il faut sauter. Oui, en fait, ça met en scène, si vous voulez, à quel point parfois on perd de vue que l'école, il faut retrouver une espèce d'efficacité, une forme de pragmatisme. C'est-à-dire que notre école s'est mis des finalités qui sont extrêmement hautes, sauf que parfois elle n'atteint pas les finalités les plus basses. Et donc j'ai l'impression parfois que l'école ressemble à un personnage de dessin animé qui continue à courir alors qu'il n'y a plus de falaise en dessous des pieds. Quoi. À l'arrivée, vous avez des bons souvenirs vous étiez un écolier heureux? Moi, j'étais un écolier très heureux. J'étais assez médiocre, mais j'étais très heureux. Il y a sans doute un lien. Il y a peut-être un lien, oui, c'est ça. Vous ne vous mettez pas trop la pression? Non, ça va. Clément Bénèche, un vrai dépaysement, c'est votre combienième? Quatrième, non? C'est mon cinquième livre et quatrième roman. Quatrième roman, voilà. C'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Sandra. Merci aussi à toute l'équipe, à Taï Sayad pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui, assistée par Dylan Coller. Pour le son, c'était Saïd Mamou pour la réalisation et l'histoire. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.